Centrale des espoirs avec Éric Leblanc. Il y avait des duels importants dans la NCAA au hockey le week-end dernier, surtout pour les partisans des Canadiens. Michael Age et Michigan qui affrontaient Gavin McKenna et Penn State. Mhm. Duel qu'on surveillait beaucoup, notamment Michael Age ici. Éric, je sais que tu as regardé ces duels-là. Qu'est-ce que tu as trouvé de Michael Age dans ces duels-là, mais aussi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un côté plus hargneux là, sur la patinoire et ça fait beaucoup de bien à voir. Il y avait déjà un excellent début de saison, mais je pense que ça ajoute une dimension là, à son arsenal. À plein de reprises, on l'a vu plus souvent foncer au filet, provoquer des punitions, récupérer des lancers. En allant au filet, il a aussi mené à ce que son équipe compte des buts. Moi, j'ai senti que son entraîneur a dû lui passer un message. Là. Je pense que vraiment, ça fait de lui un joueur plus complet parce qu'on le sait de l'extérieur, tout un lancer, toute une vision. Mais là, s'il vient utiliser son physique plus proche du filet, ben, ça complique la vie de ses adversaires. On s'en était parlé la première édition de la Centrale des Espoirs. Moi, je trouvais ça aussi. C'est que Michael Age, au niveau universitaire, est tellement rapide. Il a une vitesse d'exécution qui est supérieure aux autres joueurs. Fait qu'il est en mesure de faire des jeux en périphérie. Ben oui. Mais on a vu une séquence dans le deuxième match du week-end contre Penn State. Une défaite de Michigan, mais tu vois, Michael Age, ça mène à un but de Michigan où est-ce que Michael Age n'a aucune difficulté à aller. Il va devant le filet, il va derrière le filet, il revient devant le filet, il sert d'écran. Et puis, avec Marc Denis, la semaine dernière, on a fait une entrevue avec Michael Age. C'était un des points que Marc Denis a soulevé avec lui, parce que son entraîneur, Michael Age, a parlé de ce point-là. Parce que c'est certain qu'au niveau professionnel, il n'y aura pas de succès s'il n'est pas capable d'aller dans la ligue. Oui, puis moi, ce qui m'a un peu étonné par rapport à ça, c'est qu'il est déjà à l'aise autour du filet. Ouais. J'aurais eu l'impression que peut-être quand il allait s'essayer les premières fois, ça n'allait pas fonctionner, mais au contraire, il se promène très bien, la tête haute, il est capable de faire ses actions rapides avec la rondelle, de changer là, pour un peu comme confondre ses adversaires à la dernière seconde. Franchement, il a sa place là. Puis ça va vraiment amener son jeu à un autre niveau. C'est très, très bien. Ça va être intéressant de voir ce que Michael Age va faire à la fin de cette saison. Parce que souvent, les choix de première ronde, des joueurs qui clairement ont un avenir dans la Ligue nationale, à tout le moins dans le hockey professionnel, après une deuxième saison universitaire, 2 ans après le repêchage, là, l'année prochaine, ça va être sa saison de 20 ans. En fait. Fait que ça va être intéressant de voir si... Je ne sais pas s'il y a une place dans la Ligue nationale dès l'année prochaine, mais à tout le moins avec le Rocket. Oh oui, ça c'est sûr, parce que dans ces deux matchs-là, on l'a vu, il était opposé à Gavin McKenna constamment. Il se tirait très, très bien l'affaire. On peut même dire qu'il a eu le dessus. McKenna était un peu moins visible. -4 dans un match. Gavin McKenna, c'est moins facile que... Tu sais, je veux dire, à son année de repêchage, des Macklin Celebrini, des Adam Fantilli, c'était quasiment 2 points par match des machines. dans la NCAA. Gavin McKenna, c'est à peine 1 point par match. On est loin du même rendement. Moi, je trouve que oui, il est rapide, mais il n'y a pas la même explosion. C'est plus grâce à ses mains que Gavin McKenna faisait des petits miracles sur la glace, mais contre des patineurs plus aguerris, plus forts aussi, ça paraît moins. Il ne peut pas s'exprimer autant avec son talent. Fait que je pense que c'est là-dessus que ça le rattrape un peu présentement. Je ne suis pas inquiet pour lui. Là. Je pense que dans quelques matchs, assurément, la saison prochaine, il va être très à l'aise. Mais il a besoin de temps, puis je pense que ça va l'aider à se rendre compte qu'est-ce qu'il doit améliorer présentement parce que c'est pas aussi facile que probablement il s'imaginait. En tout cas, certainement pas. Moi, je m'attendais à ce qu'honnêtement, ce qui brûle avec les statistiques qu'il a cumulées dans la Ligue canadienne la saison dernière, le fait qu'il est late aussi. Ben oui, c'est ça. Il est jeune pour la NCAA, mais c'est dans les joueurs accessibles au repêchage, dans les plus vieux, je m'attendais à ce qu'il brûle vraiment le circuit universitaire. Éric, je pense qu'il y a 2 espoirs, en tout cas, à l'attaque qui se distinguent chez le Canadien. Michael Age, on vient d'en parler, puis Alexander Zarovski. Je sais qu'il y a plusieurs choses qu'il faut tenir compte, mais Alexander Zarovski, en ce moment, il a 15 points en 18 matchs. Ça lui mènerait à la fin de la saison à un rythme plus élevé que Demidov la saison dernière, qui a terminé avec 49 points en 65. C'est pas rien. Je te dis pas. Non. Je te dis pas que Zarovski est sur le premier avantage numérique du Canadien l'année prochaine, puis qui est 4e pointeur de l'équipe. Mais c'est un choix de 2e ronde, c'est pas un choix de première ronde. C'est quand même pas anodin. C'est ça. C'est pas anodin, mais il faut mettre aussi en perspective parce qu'on s'entend, il joue avec une équipe moins forte que Demidov jouait. Il est plus utilisé dans des circonstances aussi plus favorables. Fait que c'est super impressionnant qu'est-ce qu'il fait. Mais quand on compare les deux, ben c'est pas encore le même talent là, que Demidov.
Ah, moi, Demidov, là, quand je regardais les images de lui en Russie, il pouvait attirer 2, 3 gars vers lui, faire une passe très rapide, puis il partait là, comme une fusée, puis il devenait disponible pour recevoir la rondelle, aller marquer. Zarovski, il va plus tricoter de façon assez extraordinaire à travers 2, 3 gars, mais son répertoire n'est pas aussi diversifié. Il n'y a pas cette accélération-là absolument fascinante que Demidov peut posséder. Fait que j'ai adoré le regarder, mais tu sais, je dis aux gens à la maison, oui, regardez les chiffres, soyez contents des statistiques, il va être super bon, mais imaginez pas encore un Demidov, là, tu sais, faites attention à ça. Parce que, tu sais, tu l'as dit, il y a le temps de glace en KHL. Je veux dire, Ivan Demidov, il était capable de faire. Puis, tu sais, Zarovski est utilisé entre 13 et 14 minutes en Ouais. moyenne par match. Ivan Demidov, l'année passée, il y a certains de ces matchs-là qui atteignaient 14-15 minutes. Mais il y a d'autres matchs où il était employé 2 minutes. Oui, exact. Même en série, le match. Des 5-6 minutes, c'était très fréquent pour lui. Fait que c'est pas la même chose du tout. Puis je veux qu'on parle aussi d'un article que notre collègue Michael Fillon a fait. Il s'est entretenu avec un de ses coéquipiers de Zarovski, Devin Brosseau, un Québécois. C'est super intéressant. Si vous ne l'avez pas consulté, allez-y. Là. Mais il décrit Zarovski comme un artiste. Puis c'est exactement ça. Parce que tout d'un coup, il va avoir 3 adversaires autour de lui, mais il va sortir avec la rondelle, il va te la refiler. J'ai regardé des matchs aussi qu'il a fait dans un tournoi U20, les moins de 20 ans, contre le Kazakhstan, le Bélarus. Hey, c'est même pas drôle. Là. Il se moque de ses adversaires. Il joue dehors. Il joue dehors. C'est ça, tu me parles du tournoi à 3 contre 3? Oui. C'est Jeu après jeu, je suis comme, aïe, c'est quoi ça? Là? Je comprends, la compétition n'était pas assez relevée pour lui, mais ça le pratique en même temps à faire des choses assez impressionnantes contre des adversaires qui, à un moment donné, vont être plus solides, là, qui affrontent là, dans la KHL. Fait, c'est beau à voir. Il y a des choses à travailler. Un manque d'intensité qu'on remarque sans problème. C'est ça, tu as dû le voir toi aussi. Là. Il peut s'améliorer niveau intensité. J'aime aussi sa personnalité. Il n'a pas l'air gêné. Il parle avec plein de monde, pose des questions à des vétérans. Ça, Michael en a parlé aussi. Puis l'autre point, c'est que dernièrement, il a été utilisé au centre. En début de saison, c'était pas le cas. C'est sûr, c'est une adaptation. Là. Il est très jeune. Mais être utilisé au centre, être capable de gagner un bon pourcentage de mise en jeu. Puis ce que Devin Brosseau disait aussi, c'est qu'il s'adapte très bien grâce à son sens du jeu. T'sais, ça va venir là, au centre, mais pour l'instant, sa progression va bien parce qu'il est super intelligent. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre un coup dans le hockey professionnel nord-américain, comment il va pouvoir se développer. OK, on passe à la LHJMQ, un nom qu'on va entendre parler de plus en plus souvent, un nom qui s'en vient déjà populaire, Alexis Joseph. Saison de 16 ans, donc sa première saison dans la LHJMQ. Premier choix au total de la LHJMQ au dernier repêchage, c'était avec les Sea Dogs. Là, Éric, on parle d'un joueur qui pourrait être de façon conservateur, pourrait être repêché parmi les 3 premiers. Pas en 2026, en 2027, à son année de repêchage dans la LNH. Il y en a certains qui pensent même que ça pourrait être le premier choix au total du repêchage de la LNH. Oui, puis ça, c'est les grands spécialistes du milieu qui le disent. Là, c'est pas des gens qui veulent pousser pour lui. Là. C'est vraiment un talent extraordinaire. Il faut le regarder. Moi-même, je vais mettre encore plus d'attention vers lui parce que les images... Ah oui, c'est une machine. C'est un phénomène. J'ai consulté ça. Je savais qu'il y avait un grand potentiel. Mais là, de le voir aller dans la LHJMQ, foncer au filet, utiliser son physique, avoir des mains, mais aussi un lancer ultra puissant et précis, j'étais comme, OK, c'est on dirait un homme à travers des enfants, puis il a 16 ans. Oui, je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Puis, tu sais, imagine l'année prochaine, ça va être assez phénoménal. Il faut vraiment qu'on le regarde un petit peu plus souvent encore. Absolument. Pourrait devenir le premier joueur, le premier Québécois à être repêché, premier au total depuis Alexis Lafrenière en 2020. Fait qu'il évolue pas près de chez nous, il évolue avec les Sea Dogs à Saint John, mais... honnêtement, allez le voir, puis allez voir à quel point, justement, c'est un genre un peu un Andy Kopitar, relativement dans la LHJMQ, là, un Evgeny Malkin qui domine avec son fils. C'est intéressant parce que lui, il se compare à Quinton Byfield, puis je trouve que ça fonctionne très bien avec ces 3 noms-là. Et on conclut cette semaine avec... J'aime tout le temps ça quand on voit un petit peu ce qui se passe dans l'entourage du Rocket. Il y a David Reinbacher, qui, pour toutes sortes de raisons, son développement a été un peu freiné depuis qu'il a été repêché. Finalement,
Comment ça se passe pour lui? 7 matchs depuis qu'il est revenu avec le Rocket, 3 mentions d'aide, je pense qu'il est utilisé beaucoup. Comment ça se passe pour lui? Ben, surtout, là, ça va mieux dans les 5-6 derniers matchs. Peut-être les premiers, deuxièmes, un petit peu Ouais, plus c'est difficile, mais il a beaucoup stabilisé son jeu défensif. C'est revenu assez rapidement. J'ai parlé avec un recruteur professionnel qui a vu plusieurs de ses matchs à Laval. Il a adoré ce qu'il a vu. Il dit, malgré là, toutes les Ouais. embûches, les blessures et tout ça, sa mobilité est encore là. Sa première passe, là, son aisance à repérer le jeu, C'est ça, c'est c'est une encore force présent. pour lui. Tu sais, ça, il Ben peut pas oui. perdre ça, sa capacité de relance. Mm. Tu sais, c'est un gros défenseur, droitier. Cette capacité de relance-là, le Canadien, tu sais, faut pas oublier non plus que le Canadien a échangé Logan Mailloux. Donc, ça met, sans le vouloir, ça met un petit peu de pression sur Ouais, David Reinbacher, qui est 100%. l'autre espoir du côté droit à la défense. Ouais, mais moi, de ce qu'on me dit, c'est que malgré tout, on voit le potentiel pour qu'il s'établisse comme un peu on avait prévu, là, un top 4 qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Dans un monde idéal, ça serait un top 2. Là. Il serait le partenaire à droite d'un Lane Hudson pendant plusieurs années. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même encore voir ça malgré le fait qu'il ait raté comme une saison complète quasiment l'année passée? Moi, personnellement, je verrais plus sur le deuxième duo en défense. Tu sais. Je pense que oui, il y a la portée, il y a le bon patin, puis tout ça, mais c'est beaucoup plus réaliste présentement. Puis de toute façon, je pense que la meilleure chose, c'est d'y enlever un peu de pression sur les épaules. Parfait. Ça va être à suivre, mais j'ai hâte de voir comment sa progression. Merci beaucoup, Eric. Merci, Dan.